fromage et M. Schwartz va dire un petit mot d'introduction. Absolument. Et moi, je parle de là-bas. Exactement. Et moi, je parle d'ici alors. Oui. On rappellera aussi à la fin qu'une séance de dédicace Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Madame la secrétaire perpétuelle, je suis le président de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz, et nous sommes extrêmement heureux de participer à cette conférence pour entendre Madame Carrère d'Ancos nous parler du sujet qu'elle a choisi de traiter aujourd'hui, que vous voyez devant vous. La Monnaie de Paris et l'Institut de France sont des voisins. Vous êtes ici même dans ce magnifique auditorium qui, auparavant, vous ne le savez peut-être pas, faisait partie de la Monnaie de Paris. Nous avions un atelier qui était ici. C'était une parcelle que nous avons appelée la parcelle de l'an 4 depuis le temps et qui a été restituée à l'Institut de France il y a quelques années. Et nous sommes très heureux, Madame la secrétaire perpétuelle, de pouvoir vous écouter aujourd'hui. La Monnaie de Paris a fêté, comme il se doit, le bicentenaire de la mort de Napoléon par une exposition qui se déroule dans nos locaux, à quelques encablures d'ici. Et donc, je vous invite, les uns et les autres, si vous le souhaitez, à venir nous voir pour continuer cette expérience napoléonienne. Merci beaucoup. Avant de vous parler du sujet de la conférence, je voudrais dire 2 mots d'introduction. Le premier, ou 2 mots d'avertissement. Le premier, c'est que si cette conférence s'intitule « Alexandre et Napoléon » et pas « Napoléon et Alexandre », ça n'est pas pour faire droit à l'ordre alphabétique, c'est parce que, et vous vous en apercevrez, selon qu'on prenne, je dirais, l'ordre que j'adopte, c'est clair qu'on adopte d'une certaine façon le point de vue d'Alexandre plutôt, tandis que si on traite de Napoléon et Alexandre, on est dans les études napoléoniennes qui vous sont beaucoup plus familières, je suis sûr. Second mot d'avertissement, cette conférence se tient sous l'égide de la Monnaie de Paris, et la Monnaie de Paris a quelque chose à faire là-dedans, car elle a fait consacrer des monnaies ou des jetons, comme on veut, à beaucoup de souverains russes, mais elle a eu l'honneur de recevoir 3 souverains russes, et je voudrais saluer cela. Le premier était Pierre le Grand, qui, lorsqu'il est venu en France, il est venu en France un peu à reculons, parce que les relations avec la France étaient compliquées, mais il s'est précipité à la Monnaie de Paris, il voulait voir les techniques, il voulait s'en inspirer, et je dirais apporter quelque chose du même genre. Il y a été admirablement reçu, c'était un des grands souvenirs de l'époque pétrovienne. Alexandre Ier, lorsqu'il était en France dans des conditions toutes différentes, puisque c'était après la défaite de Napoléon, a voulu aller à la Monnaie de Paris, et donc c'est un événement aussi, et la Monnaie a aussi reçu le dernier souverain russe de la dynastie, Nicolas II, lorsqu'il est venu à la fin du XIXe siècle, 1896. Donc 3 souverains ont été accueillis là, ont reçu des souvenirs de la Monnaie de Paris, et par conséquent, je dirais que je suis très heureuse de saluer ce remarquable établissement. Alors, avant de m'engager sur Alexandre et Napoléon, parce que c'est une relation très compliquée, je vais, en guise d'introduction, vous dire quelques mots de la relation franco-russe, car elle s'inscrit dans une relation franco-russe qui est à la fois difficile et passionnelle. Alors, ça a très bien commencé, la relation franco-russe, puisque au XIe siècle, une princesse de Kiev, Anne, est venue épouser le roi de France, Henri Ier. Donc, ce mariage royal augurait d'une longue alliance. En réalité, ça n'a pas duré, ça a très mal tourné. Et ensuite, on peut dire que Pierre le Grand, qui est venu en France, il est venu dans des conditions compliquées, puisque le premier voyage qu'il a fait en Europe, qu'il a fait anonymement, sous un nom d'emprunt, se prétendant, je dirais, jeune homme qui visitait l'Europe pour apprendre les techniques de l'Europe, avec une suite nombreuse. Pierre le Grand a été reçu par toutes les dynasties et dans tous les royaumes d'Europe. Le seul royaume où il ne soit pas venu à ce moment-là, c'était son premier voyage, était la France, parce que
on lui avait fait comprendre qu'il n'était pas désiré en France, ce qui est assez étonnant, car c'était tout de même le souverain d'un très grand pays, j'expliquerai pourquoi tout de suite. Et on peut dire que la France, à ce moment-là, au temps de Pierre le Grand, regarde avec distance ce pays bizarre qu'elle prend à travers les récits des voyageurs pour un pays de sauvages, essentiellement. Ça, c'est l'époque encore de la méfiance. Et puis la Russie grandit. Sous Catherine II, ça devient sous l'impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand d'abord, et sous Catherine, qui succède à Élisabeth, à ce moment-là, la Russie devient un très grand empire, et on peut dire que et c'est ce qui fixe le tableau pour la rencontre Napoléon-Alexandre. À partir de ce moment-là, la Russie est le pays que la France regarde avec le plus d'inquiétude, considérant que le prestige de la France en Europe au XVIIIe siècle, c'est la puissance dominante, c'est celle qui décrète ce qu'est l'ordre protocolaire européen, ce qu'est la relation entre les puissances. On peut dire que la France sent, à partir du règne de Catherine II, sa position menacée, en tout cas son monopole de puissance menacée, et sa seule préoccupation, c'est de savoir comment freiner la progression en Europe, ou l'image d'ailleurs plus positive en Europe de cette puissance montante, et elle décrète d'une façon constante, sous Louis XV, c'est très clair, que la Russie n'est pas un pays européen, qu'elle doit rester dans son coin. Alors c'est un pays immense déjà, c'est le plus grand pays d'Europe. Et au fond, pour endiguer la puissance russe, la France va avoir une politique systématique de barrage. Il y a un barrage anti-russe, un barrage, et c'est important pour notre sujet, reposant sur 3 pays, la Pologne, la Suède, 2 pays proches, contigus à la Russie. La Pologne est à cette époque, c'est le grand empire de Pologne-Lituanie qui est encore puissant. La Pologne, la Suède et l'Empire ottoman. 3 pays adversaires de la Russie et que la France va manipuler pour réduire la puissance russe ou tenter de réduire la puissance russe et du même coup sa place dans l'espace européen et dans le champ de puissance et de relations européennes. Ça, c'est la toile de fond. Alors, le dernier souverain avant Alexandre, c'est son père Paul Ier. Paul Ier, c'est le fils de Catherine II qui monte sur le trône. Catherine II a installé la France en Europe. Et d'ailleurs, elle l'a installée, c'est assez amusant, parce que le roi de France ne voulait pas reconnaître à l'impératrice de Russie, d'abord à l'impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand, et ensuite, avec Pierre le Grand, il n'était pas question de jouer à ça. Et ensuite, à Catherine II, le titre impérial. La France considérait que, du point de vue protocolaire, la Russie n'avait pas à arborer un titre aussi grandiose. Et Catherine II s'est battue avec la France pour obtenir la reconnaissance de ce titre impérial. Et ce titre impérial lui a été reconnu finalement, et ça montre la mesquinerie des relations internationales. Le roi de France a dit « d'accord, mais il sera utilisé en latin ». Comme ça, le latin n'étant pas la langue spécialement des Russes, puisqu'ils sont de tradition byzantine. Vous voyez très bien le ton des relations entre les 2 pays. Bon, Catherine II meurt en 1796. Elle a assis son pays en Europe. Elle a dominé l'Empire ottoman, remporté de larges victoires, gagné la Crimée. Elle a partagé avec 2 compères, l'Autriche et la Prusse, la Pologne. Et la Suède avait déjà été vaincue par Pierre le Grand, donc on peut dire que les piliers du barrage français ne se portent pas très bien. Mais la France continue à penser à ce barrage. Le fils de Catherine, Paul Ier, est monté sur le trône à la mort de sa mère en 1796. Et il a une politique tout à fait, il va léguer à Alexandre Ier une politique tout à fait délirante, puisque dans un premier temps, il se tourne vers la France. Il a envie d'une alliance, il est assez fasciné par la France, il a envie d'une alliance, il avance vers la France, alors que le système que lui a légué sa mère est tout de même un système qu'on pouvait appeler le système du Nord, qui considérait que l'alliance avec les pays du Nord, c'est-à-dire les pays germaniques et l'Angleterre, était très importante pour la Russie. Mais un petit peu par esprit de contradiction, il regarde du côté de la France, puis il a
il voit arriver Bonaparte, qui terrorise toute l'Europe, et devant Bonaparte, il commence à penser que mieux vaut prendre des précautions et mieux vaut se retourner vers l'Angleterre, qui est l'adversaire de Bonaparte. Et il y a un retournement de puissance dans un espace très court, puisque Paul Ier va régner de 1796 à 1801, 5 ans. Mais après les pas conclus en direction de la France, il se retourne vers l'Angleterre. Et puis alors, les choses tournent extrêmement mal, parce qu'il découvre que l'Angleterre aussi les frais. Il avait d'abord accueilli l'ordre de Malte, quand Napoléon s'est emparé de l'île de Malte, et il s'est même proclamé grand maître de l'ordre de Malte. Mais ensuite, l'Angleterre les frais, et puis cet homme était un peu fou, il est fasciné par Napoléon. Malgré tout, malgré sa peur, il a une telle fascination qu'il commence à collecter ses portraits, à collecter ses discours, à s'intéresser à ses moindres faits et gestes, et il imagine un revirement d'alliance et de conclure une alliance avec la France de Napoléon. C'est la fin de Paul Ier, car il est assassiné en 1801, et on sait que cet assassinat a été un complot, non pas un complot intérieur, mais un complot de politique internationale destiné, financé par l'Angleterre, carrément, par un groupe autour de lui très anglophile, partisan de la poursuite de la politique anglophile, et on peut dire que la mort de Paul Ier était destinée à mettre fin à cette réorientation française et à réintroduire l'Angleterre dans le paysage des alliances russes. Bon, c'est de ça qu'hérite Alexandre Ier. Comme vous le savez certainement, Alexandre Ier était plus ou moins au fait du triste sort promis à son père, même s'il s'est tué. Enfin, ça a été le drame de sa vie, une certaine complicité tacite probablement avec les assassins de son père. En tout cas, il monte sur le trône dans des conditions difficiles, dans un pays qui se trouve en politique internationale dans un désordre extraordinaire, je dirais tiraillé entre les alliances conclues en très peu de temps par son père, tantôt avec la France, tantôt avec l'Angleterre. Alors, la situation d'Alexandre Ier n'est pas plus simple. Elle n'est pas plus simple parce qu'il est francophile au fond de son cœur. Il est francophile, elle a été élevée par sa grand-mère, Catherine II, qui l'a enlevé à ses parents pensant qu'il serait son héritier. Elle n'aimait pas son fils et elle se méfiait de lui, elle le savait très bizarre. Et donc elle a élevé son petit-fils dans ce qui était son admiration pour la France des Lumières, qu'elle aimait énormément. Elle n'aimait pas la France de la Révolution, mais la France de Voltaire, la France des philosophes, c'était sa passion. Elle était parfaitement francophone et elle a importé Diderot, elle a convoqué l'harpe, elle avait voulu que Voltaire éduque son petit-fils, mais Voltaire était mobilisé par le roi de Prusse et elle a obtenu de la harpe, que ce soit la harpe qui se charge de l'éducation de son petit-fils. Donc, si vous voulez, Alexandre Ier a reçu, comme l'avait voulu sa grand-mère, une éducation intellectuelle française, et il était parfaitement francophone, et tourné intellectuellement vers la France. En même temps, et c'est ce qui va compliquer, je dirais, sa politique internationale, car ce trait de caractère est important, en même temps, il était tourné vers le monde allemand, vers la Prusse, et pour un certain nombre de raisons. D'abord familialement, sa grand-mère, Catherine II, toute francophile ou francophone, et culturellement francophile qu'elle ait été, Catherine II était allemande, c'était une princesse allemande. Elle était la femme de son fils, était aussi une princesse allemande. C'était une princesse de Hesse-Darmstadt, donc la grand-mère d'Alexandre Ier était allemande, sa mère était allemande. Ses 5 sœurs se sont mariées soit à l'empereur d'Autriche, soit à des princes allemands. Donc l'univers, je dirais, familial est allemand. Alors on sait bien, si vous voulez, toute la politique matrimoniale des monarchies européennes consistait précisément à tisser des alliances, et on peut dire que la politique matrimoniale de la Russie a été très largement tournée vers l'Allemagne. Alexandre Ier en est un héritier.
Ça n'a jamais empêché les guerres, ça n'a jamais empêché les familles de s'étriper, mais néanmoins, il y avait une pesanteur de ces alliances qui faisait un peu contrepoids avec la tradition francophile ou francophone d'Alexandre Ier. Et de surcroît, quand il monte sur le trône, il hérite de la désorganisation internationale de son père, qui fait que tout de même toute la cour et tout le milieu gouvernant est partagé entre des collaborateurs qui sont des ardents partisans d'une alliance franco-russe et ceux qui sont des ardents partisans de la tradition plutôt de la politique du Nord, des alliances du Nord, et donc plutôt tournés vers l'idée que la Russie et l'Angleterre ont un intérêt commun et que la France est plutôt le pays qui gêne leur épanouissement. Alors, dans tout cela, il se trouve en plus avec sur les bras la dernière étape des inventions diplomatiques de son père, c'est-à-dire le rapprochement avec la France. Il faut bien qu'il en fasse quelque chose, et une situation de semi-guerre politique, diplomatique avec l'Angleterre. Il a essayé tout de suite d'introduire de l'ordre là-dedans. Il a commencé par considérer qu'il valait mieux régler d'abord un peu les problèmes avec l'Angleterre, qu'il était préférable de revenir un peu à la tradition. Et donc, en juin 1801, 3 mois après être monté sur le trône, il envoie un de ses collaborateurs à Londres traiter avec Pitt les relations anglo-russes, et ça aboutit à un accord anglo-russe politique, défensif, mais avec une clause très précise, c'est-à-dire que la Russie ne déclare à l'Angleterre qu'elle n'ira pas soutenir ses entreprises contre Napoléon. Il veut maintenir un certain équilibre. Les rapports avec l'Angleterre sont rétablis, mais sans aller au-delà, c'est-à-dire en essayant de ne pas détruire les relations avec la France. Et ça fait partie, il y a des dispositions secrètes sur les conditions de l'accord qui seront communiquées à la France, qui montrent sa volonté de ménager la politique française. Et puis, après l'accord avec la France, avec l'Angleterre, il fallait tout de même arranger les rapports avec la France. En septembre, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il signe un traité franco-russe, c'est-à-dire qu'il mène à bien les tractations que son père avait engagées. Et cet accord franco-russe fait que les relations entre les deux pays sont fortement améliorées. Alors, la Russie se trouve dans un paysage de paix. Alors, j'ajouterais qu'Alexandre Ier était tout de même, il avait auprès de lui un ami très proche qui était le prince Czartoryski, un Polonais d'une qualité immense, qui sera son ministre des Affaires étrangères d'abord. Et Czartoryski l'a poussé véritablement à l'idée il lui a d'ailleurs fourni une note très longue quand il monte sur le trône, là, sur ce sujet, que la Russie avait un espace immense. Elle est déjà, à cette époque, le plus grand État terrestre du monde, en tout cas de l'Europe, et qu'elle n'avait plus besoin de conquête, c'est-à-dire que ses relations internationales pouvaient être pacifiques dans la mesure où il n'y avait plus de conflits possibles avec les voisins pour des extensions territoriales. À partir de là, la seconde idée était que, au fond, n'ayant plus d'ambition conquérante, la Russie pouvait être une sorte d'arbitre européen et pratiquer, et c'est ce qui s'alors déjà dans l'esprit de Czartoryski, et il le transmet à Alexandre Ier, et vous verrez que ça va produire des effets, l'idée qu'il peut viser une sorte d'organisation européenne, une organisation pacifique de l'Europe. Alors, je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Europe avait vécu depuis la fin de la guerre de 30 ans sur les traités de Westphalie, mais les traités de Westphalie avaient perdu leur sens au début du XIXe siècle. Les traités de Westphalie avaient organisé l'ordre européen, ils s'étaient épuisés, et au fond, un nouvel ordre européen était véritablement une question à inscrire à l'ordre du jour. Et l'ambition première d'Alexandre, quand il monte sur le trône, c'est d'être le porteur de ce nouvel ordre européen. Vous verrez que ça va animer toute son existence. Alors, tout ça était très bien. Les relations sont pacifiées avec la France et l'Angleterre. Il essaye aussi de régler ses rapports avec
d'une part avec l'Autriche, mais ça c'est plus difficile parce qu'il y a toujours la question polonaise, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Et il y a surtout, j'ai évoqué tout à l'heure l'attraction germanique d'Alexandre, il reste véritablement les relations avec la Prusse, qui est un pays compliqué, et avec la Prusse, Alexandre va pratiquement tomber amoureux du roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Il va se rendre à Memel pour faire sa connaissance, il est reçu par lui, et on peut dire que se forge dans son esprit l'idée d'une alliance privilégiée, russo-prussienne, qui va peser très lourdement aussi sur la politique étrangère de la Russie. Bon, donc il y a un paysage européen qui s'est dessiné. Tout aurait été bien si les ambitions de Napoléon ne dérangeaient tous les Européens, et surtout si en 1804 ne se produit la tragique affaire du duc d'Enghien. Le duc d'Enghien, vous le savez, est enlevé dans la principauté de Bade, ce qui est très important, je vais y revenir, et assassiné, fusillé dans les fossés de Vincennes. C'est un scandale. Bon, l'enlèvement d'un prince de la Maison de France est un scandale européen, ça choque toutes les cours, mais Alexandre en est plus particulièrement choqué que les autres, car il a été enlevé dans la principauté de Bade. Or, la femme d'Alexandre est princesse de Bade, elle est Louise de Bade, donc il a l'impression d'un affront fait à la principauté dont vient sa femme. C'est dans une certaine mesure presque un affront personnel. S'ajoute à cela qu'il participe au cœur des scandalisés, des monarchies scandalisées qui critiquent véritablement l'action de Napoléon comme étant contraire à tout acte civilisé, mais il est renvoyé, je dirais, dans ses foyers par un propos extrêmement désagréable de Talleyrand qui fait courir dans toute l'Europe une phrase disant que celui qui se choque comme ça de l'enlèvement du duc d'Enghien devrait se souvenir que les assassins de son père étaient à proximité de son palais, il le savait, il n'a pas bougé, alors qu'il aurait pu les arrêter. Bon, c'est une allusion à une certaine passivité d'Alexandre devant la mort de son père. Et évidemment, ce propos qui a amusé toute l'Europe l'a fait bondir et n'a pas contribué à arranger ses relations avec la France. On peut dire que les relations sont tout à fait dégradées et on va vers une rupture qui va se traduire par le début de la guerre en 1805. Mais quand commence la guerre, Napoléon sentait que la Russie allait réagir comme ça. Il a essayé d'ailleurs de calmer Alexandre, mais l'affaire du duc d'Enghien a pratiquement rompu les canaux de communication, et de surcroît, Alexandre essaye de forger une alliance et il s'aperçoit qu'il ne peut compter sur personne, que personne n'est prêt à s'engager à ce moment-là. Donc là, il va s'engager tout à fait tranquillement. La guerre va commencer et cette guerre, on vient de commémorer le bicentenaire d'Austerlitz, aboutit à la victoire d'Austerlitz dans laquelle les armées russes subissent un choc très puissant. C'est le premier contact entre les troupes russes et les troupes napoléoniennes. Il est catastrophique pour la Russie et la défaite russe a profondément marqué Alexandre. Mais on n'y peut rien. Il va après cela aller la Prusse qui jusqu'alors s'était tenue prudemment, qui voulait se tenir un peu à distance. Et alors la Prusse, c'est un problème. Tout simplement, j'espère que vous avez une carte dans la tête. Tout le problème des relations militaires entre la Russie et la France est un problème géographique, c'est-à-dire qu'entre les deux pays, il y a la Prusse, où la Prusse est du côté de la Russie, où elle est du côté de la France, où elle est neutre. Elle a voulu d'abord rester neutre, et la Russie ne pouvait pas passer à travers la Prusse. Il lui faut toujours l'accord de la Prusse pour pouvoir transporter ses troupes jusqu'en France, ou inversement, Napoléon a besoin de la Prusse pour transporter ses troupes en Russie. Bon, donc il y a toujours le problème prussien entre les deux, et je vous rappelle l'entrevue de Memel, c'est-à-dire cette passion, cette volonté russe de ménager la Prusse en toutes circonstances. La Prusse est engagée, qui a voulu rester neutre dans la première phase de la guerre, y est entraînée, elle est en difficulté, elle appelle la Russie au secours en se souvenant de l'entrevue de Memel, et ça entraîne de nouveaux combats qui se traduisent par des défaites absolument tragiques pour la Russie.
Eylau d'abord, 1807, en février, et Friedland, juin 1807. Les armées russes subissent un choc épouvantable. On peut dire que pour Alexandre, tout ça, c'est une révélation. Il n'avait pas pensé que son pays était si vulnérable. Et du même coup, le sentiment anti-français, alors que la Russie était plutôt, je dirais, l'opinion à la cour, l'opinion publique n'existe pas, mais l'opinion de la cour, des milieux dirigeants était plutôt orientée vers la France, il y a un raidissement devant ce qui apparaît comme l'agressivité et l'arrogance napoléonienne, et qui va se marquer, on va y revenir, qui va grandir d'une façon constante. Alors, à ce moment-là, après Friedland, là, Alexandre Ier sent très bien qu'il n'est pas en état de tenir tête à Napoléon. De surcroît, les armées napoléoniennes avancent vers la frontière polonaise, c'est-à-dire à proximité. N'oubliez pas que la Pologne a été démantelée. Frontière polonaise, ça conduit à la Russie. Du même coup, Alexandre sent le besoin de négocier. Et ça sera la grande rencontre sur le Niémen, la rencontre de Tilsit, le radeau, vous vous en souvenez, ce radeau sur lequel les deux empereurs se rencontrent. Ce sont des embrassades extraordinaires. On a l'impression que la paix définitivement est installée et que la tendance francophile est en train de l'emporter. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, Napoléon obtient ce qu'il voulait à Tilsit, dans cette atmosphère extraordinairement chaleureuse, car il veut quelque chose. Ce qu'il veut, c'est la reconnaissance. Il est tout de même vu comme une espèce d'usurpateur en Europe. Il veut la reconnaissance de son pouvoir, de la dynastie qu'il a installée, la reconnaissance des trônes qu'il est en train de conférer à ses frères, de l'organisation de l'Europe, de l'organisation familiale de l'Europe qu'il est en train de mettre en place. Et tout de même, malgré les défaites d'Alexandre, la Russie est capable d'être le garant de cette reconnaissance. C'est ce qui se passe. Alexandre reconnaît d'une part ce statut de Napoléon, et ça a beaucoup d'importance. Il reconnaît aussi les conquêtes territoriales de la France, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas aux nouvelles frontières que la France est en train de se donner. Et il vient une idée qui fait partie de la conception qu'avait Alexandre d'une vision européenne, l'idée d'une organisation internationale où il y aurait un partage des zones d'influence dans le monde entre deux pays, la France et la Russie. La France couvrant le nord de l'Europe et la Russie couvrant la partie orientale de l'Europe. Et ça va jusqu'où ça peut aller. Bon, c'est extrêmement sympathique, sauf pour ceux qui sont inclus dans ces partages qui n'ont pas aimé ça, et notamment pour l'Angleterre qui apparaît alors dans ce moment. Il faut voir, si vous voulez, Tilsit a été un moment très chaleureux où on a l'illusion non seulement de la paix retrouvée, mais l'illusion d'une grande amitié qui se dessine. Chacun y a mis du sien, même si les témoignages montrent que Napoléon y est allé avec confiance parce qu'il avait besoin de cette reconnaissance, et qu'Alexandre est allé avec quelques inquiétudes, d'abord parce qu'il était le vaincu, qui venait parler au vainqueur, et qu'en plus, il était un peu sceptique, il n'était pas très certain de la sincérité de son interlocuteur. En tout cas, à la sortie de Tilsit, tout s'est passé très bien, tout le monde est très content, et Napoléon a le sentiment d'avoir remporté une grande victoire. Alors, et l'Angleterre, évidemment, est au banc de la belle société européenne, ou au banc de ce couple. La conséquence de cela, elle est très lourde pour la Russie. Le commerce russo-anglais, et d'ailleurs le commerce anglais commence à s'éteindre, la Russie en souffre beaucoup. Ça a des conséquences intérieures en Russie, un très grand mécontentement de la société russe devant cette manne anglaise qui est en train de se réduire, parce que ça a des bénéfices commerciaux du commerce avec l'Angleterre étaient considérables, et ça nourrissait véritablement une activité économique en Russie. Il y a un mécontentement très grand, et Alexandre Ier sent très bien qu'il y a un problème intérieur et que se réconcilier avec Napoléon ne résout pas beaucoup les problèmes internes. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est dans un pays qui est tout de même un pays assez fragile. En même temps, à Tilsit, on
on a traité une partie des problèmes. La suite doit venir un an plus tard, c'est la rencontre d'Erfurt en 1808. Et à Erfurt, on avait laissé de côté la question d'Orient, le dépeçage, ce que s'étaient promis les deux compères qui s'étaient si bien entendus sur le radeau, c'était de se partager l'Empire ottoman. La seule chose, c'est qu'ils étaient dans un malentendu total, puisque dans l'esprit d'Alexandre, ce qui devait revenir à la Russie, c'était Constantinople, la Russie, la troisième Rome après la chute de Byzance, etc. Tandis que dans l'esprit de Napoléon, on pouvait lui concéder les provinces danubiennes, la Valachie et la Moldavie, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc, à Erfurt, on rentre dans le malentendu, mais il s'est passé quelque chose de... La rencontre d'Erfurt a été un échec pour deux raisons. Et la première, je dirais, la raison apparente et la raison cachée. La raison apparente, c'est que Napoléon a imaginé de faire des propositions matrimoniales à la Russie. Il a constaté à cette époque-là que Joséphine ne pouvait pas lui procurer d'héritier, donc il songe déjà à s'en séparer. Et l'empereur de Russie a des sœurs, et il dit à Alexandre qu'il aimerait beaucoup épouser sa sœur Catherine, qui est une jeune fille de 18 ans. Alexandre n'est pas du tout tenté par ça, et je vais y revenir parce qu'il y a derrière ça la raison cachée. Il s'empresse, aussitôt qu'ils se sont séparés, de marier sa sœur à un prince d'Oldenbourg, c'est-à-dire un prince allemand, et de la soustraire ainsi aux ambitions napoléoniennes. Napoléon reviendra 2 ans plus tard sur cette affaire, en 1810, en disant je n'ai pas eu la sœur Catherine, alors je voudrais bien épouser l'autre sœur, Anne, qui avait 15 ans. Alors là, on lui répond qu'elle est trop jeune, et en même temps, d'ailleurs, Napoléon, assez curieusement, tout en annonçant qu'il voulait la petite sœur, annonce qu'il va épouser Marie-Louise, ce qui montre une singulière désinvolture à l'égard de l'empereur de Russie. Alors derrière ça, il y a la raison cachée, qui commence à Erfurt. À Erfurt, il y avait auprès de Napoléon un homme nommé Talleyrand. Et Talleyrand, à cette époque-là, est déjà en train de commencer à trahir Napoléon. Et dans tous les entretiens, il s'est empressé, il avait une place, je dirais, non officielle, mais il a beaucoup fréquenté Alexandre, et il s'est empressé de diminuer Napoléon auprès de lui, de lui indiquer, d'une part, qu'il ne pouvait faire confiance à aucune de ses propositions, parce qu'il, disait-il, il trahissait tous ses engagements, et deuxièmement, parce qu'il disait que sa puissance était déjà une puissance descendante. Bon, la vérité, c'est que, et Albert Vandal, qui a travaillé sur ce sujet, l'a écrit très bien, la vérité, c'est que déjà, Talleyrand avait une âme de traître, mais surtout, il n'a plus confiance dans Napoléon. Il est convaincu que ça ne va pas durer lui-même. Et par conséquent, il essaye de se préparer des positions de repli. Et d'ailleurs, on va voir que sa position de repli auprès d'Alexandre, elle est très forte, puisque quand Alexandre viendra à Paris, ce sera lui qui l'accueillera chez lui. Mais on peut dire qu'il aura miné la rencontre d'Erfurt, qui aura été une rencontre assez ratée. Alors, elle aura été d'autant plus ratée qu'Alexandre, quand il est venu à Erfurt, c'était 1 an après les grandes défaites, mais il n'avait plus une âme de vaincu, parce qu'il avait d'une certaine façon récupéré sa puissance. Et de surcroît, là on a une situation qui est très intéressante, parce qu'elle montre l'évolution du paysage européen. Lorsque Pierre le Grand était venu en France, il avait suggéré à son second voyage, où il avait été reçu à la cour de France, il avait suggéré une alliance matrimoniale entre la Russie et la France. Il avait proposé que sa fille Élisabeth, qui deviendra l'impératrice Élisabeth Ier, épouse le petit roi Louis XV, et on l'avait envoyé promener très dédaigneusement. La Russie n'était pas du tout à la hauteur de la France, il n'était pas question de conclure une alliance matrimoniale avec elle. En 1808, le tableau est tout à fait différent. C'est Alexandre Ier qui tord le nez. La France, Napoléon n'est pas quelqu'un de bien né, c'est un homme qui est sorti on ne sait d'où, au regard des vieilles dynasties, et par conséquent, l'alliance qu'il propose, ce n'est pas seulement parce qu'il se méfie, mais probablement se souvient-il de l'histoire
des propositions de Pierre le Grand, mais aussi, ça ne lui paraît pas une alliance convenable. Et donc, on voit très bien qu'il y a une évolution très grande dans les rapports franco-russes qui se produit à cette époque-là. Et le rôle de Talleyrand, il faut y faire extrêmement attention. Alors, après Erfurt, la France se retrouve un petit peu, Napoléon se retrouve devant Alexandre, qui se méfie, puisqu'il a été mis en garde très fortement par Napoléon, par Talleyrand, d'autant plus qu'il se trouve que Talleyrand ne s'est pas contenté de médire de Napoléon, mais il lui a procuré discrètement deux notes de politique générale qui avaient été remises à Napoléon, l'une par Duroc en 1809 et l'autre qui sera remise un peu plus tard par Champagny, le ministre des Affaires étrangères. L'un et l'autre précisent ce que doivent être les relations avec la Russie. Alors Duroc y est parlé avec avec précaution. Il explique à Napoléon que la Russie est un pays dont il faut se méfier. C'est le danger principal pour la France. Il reprend la vieille doctrine, on peut dire, du XVIIIe siècle, et il dit la seule politique française, c'est de la repousser à l'Est. Elle doit être à l'Est de l'Europe, elle n'appartient pas au cœur du continent. Déjà, de quoi blesser la vision d'Alexandre. Et la note de Champagny reprend exactement le même thème, c'est-à-dire l'alliance franco-russe est une alliance qui ne peut pas tenir, et la France doit revenir à sa politique traditionnelle de la barrière anti-russe, appui sur la Pologne, qu'il faut reconstituer à tout prix pour la mettre sous la protection française, de la Suède et de l'Empire ottoman. Alors, les agents de Napoléon s'emploient à activer l'Empire ottoman et ça déclenchera un conflit en 1811 entre la Russie et l'Empire ottoman. La Pologne, Napoléon envisage de redonner la Galicie à la Pologne de façon à l'étendre, à renforcer son territoire pour la mettre sous protectorat français, ce dont Alexandre ne veut pas entendre parler. Il dit la seule question sur laquelle je serai intransigeant, c'est la Pologne, jamais de Pologne française. Et troisième barrière, c'est la Suède sur laquelle compte la France. Bernadotte est élu en 1810 roi de Suède. Bernadotte, le maréchal napoléonien, paraît être un pilier de l'empire napoléonien. Alexandre en a d'ailleurs été très troublé, mais il se trouve que Bernadotte a des ambitions personnelles. Talleyrand, d'ailleurs, sert un petit peu d'intermédiaire et il va basculer du côté d'Alexandre. Donc Napoléon va se trouver privé de ses appuis traditionnels. On peut dire que tout ça contribue, je dirais, à retendre le climat international, le climat franco-russe. D'ailleurs, la Russie signe avec la Suède en 1812, la Suède de Bernadotte, un traité franco-suédois qui a un avantage énorme parce que le grand problème de la Russie, c'est que sa capitale, Saint-Pétersbourg, est à proximité des canons suédois. Catherine II a déjà connu ce sentiment d'inquiétude. Toute guerre avec la Suède est une guerre où la Russie, toute la partie, je dirais, pétrinienne, celle qui a été faite par Pierre le Grand, est menacée par la Suède. Donc, du coup, la Russie se trouve protégée. Alexandre a conquis un espace qui est l'espace finlandais, qui c'est celui de la Finlande. Napoléon, d'ailleurs, va essayer de convaincre Alexandre qui n'a qu'à transformer la Finlande en État et la placer sous sa protection, mais ce n'est pas le sujet d'Alexandre à ce moment-là. Son sujet, c'est de traiter avec la Suède, et le traité avec la Suède est signé en 1812. Et du même coup, la Suède passe dans le système d'alliance qui se prépare à faire la guerre à Napoléon. Car en 1812, on sent très bien que la situation est tellement tendue qu'il va bien falloir s'expliquer. Alors, Napoléon compte sur un certain délai, puisque la tension dans l'Empire ottoman classique, bien alimentée par la France, a abouti à un conflit, et c'est Kutuzov, le futur maréchal de la Grande Guerre franco-russe, qui est en train de régler l'affaire sur le front ottoman, mais il le règle en 1812, et tout le monde est prêt pour le conflit qui va éclater. Alors, la Russie se trouve dans une situation compliquée parce qu'elle ne va pas partir. Elle se trouve dans une situation un peu d'isolement, mais malgré tout, Alexandre n'en hésite pas. Napoléon
est prêt. La guerre va être déclenchée le 24 juin 1812. Alors, j'appelle votre attention sur le fait que 24 juin 1812, c'est 129 ans avant le 22 juin 1941, c'est-à-dire une autre attaque contre la Russie venant de l'Occident, celle d'Hitler, qui s'est nettement inspirée de l'expérience de la guerre napoléonienne. Et on peut dire que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la guerre a commencé, on va y revenir, elle a commencé par quelque chose qui ressemble à une fuite des troupes russes. En 1812, avec Hitler, c'est la même chose, par des désastres russes. Et Hitler en a conclu qu'il allait, comme Napoléon, arriver jusqu'à Moscou, mais les généraux allemands qui étaient des stratèges, qui connaissaient la guerre, véritablement, la guerre napoléonienne, ont tout de suite compris à quoi ils avaient affaire, ou en tout cas ils ont soupçonné et craint que la même chose ne se reproduise. Et c'est là qu'on va s'arrêter, parce que cette guerre, en général, c'est un des grands mythes. Bon, Napoléon, on le sait, n'a jamais été battu jusqu'à la guerre avec la Russie. Et au fond, notre grande théorie française, c'est qu'il a été battu par le général Hivert et pas par la Russie. De même que Hitler considéra qu'en définitive, c'est le général Hivert qui a eu raison de lui. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Ce qu'il faut savoir, et ça me paraît la partie la plus intéressante de cette relation franco-russe, c'est l'intelligence militaire des Russes, qui jusqu'alors, sauf Pierre le Grand et les généraux de Catherine II, n'avaient pas tellement ébloui le monde. Mais il se trouve qu'ils se sont beaucoup penchés, en tout cas qu'Alexandre et son entourage ont considéré qu'avant de se lancer dans une guerre, il fallait vraiment se pencher sur ce qu'était la stratégie napoléonienne. Et deux hommes ont travaillé là-dessus, d'ailleurs deux noms russes, le général Barclay de Tollet et un général allemand, le général Pfuel. Ces deux hommes, deux militaires, ont attentivement étudié la stratégie napoléonienne et fait des constats très simples. Premièrement, que la stratégie napoléonienne, elle reposait sur la rapidité, c'est-à-dire qu'il fallait faire des guerres courtes. Napoléon l'emportait parce que la guerre était courte, il livrait bataille immédiatement et il gagnait immédiatement. L'ennemi était désarçonné. Donc, le temps était décisif dans cette affaire. Le temps et l'espace extrêmement réduits de la confrontation. Les généraux ont constaté que la Russie avait pour elle un espace absolument interminable, et du même coup, ils en ont conclu qu'il fallait utiliser le temps autrement. Et ils ont élaboré une stratégie, et c'est cela que nous appelons le général Hivert, parce que c'est très réconfortant de penser que Napoléon a été vaincu par les éléments. Mais en réalité, ils ont élaboré une stratégie systématique qui a d'ailleurs entraîné un conflit autour d'Alexandre Ier. Mais ces deux hommes ont décrété que la guerre devait être une guerre où Napoléon ne trouverait pas de Russes devant lui pendant un temps extrêmement long et sur un espace extraordinairement étendu. Et qu'au fond, ce n'est pas lui qui déciderait de la bataille, que la bataille, il ne pourrait la livrer que quand les Russes auraient choisi l'endroit et le moment pour la confrontation. Et cet endroit et ce moment seraient à l'opposé de la stratégie napoléonienne. Alors, il y a eu un conflit, si vous voulez, parce que ça supposait que la Russie ait l'air de mener une guerre de recul, une guerre de défaite. Et on peut dire qu'une partie de la hiérarchie militaire russe, et notamment les militaires russes eux-mêmes, car ça, vous avez deux étrangers qui élaborent cette stratégie. Et les militaires russes, la plupart, ont renaclé, ont dit on ne peut pas faire ça, nous, on va se battre. Si Napoléon entre en territoire russe, on le rencontre. Alexandre a tranché en faveur de la stratégie, véritablement de la stratégie fondée sur l'anti-stratégie napoléonienne. Alors, quand Napoléon franchit le 24 juin 1812 le Niémen, la guerre est commencée. La situation entre la Russie et les troupes napoléoniennes est déséquilibrée. Il faut bien dire qu'elle est en faveur de Napoléon. Napoléon a 650 000 hommes, grosso modo, à mettre en face des troupes russes, des hommes remarquablement
je dirais d'abord, remontés par les victoires qu'ils ont apportées et pour qui les Russes sont des combattants piètres, d'ailleurs, qu'on a battus à Eylau et partout. Donc, si vous voulez, le moral est du côté français. Ce sont des troupes aguerries, ce sont des troupes remarquablement entraînées et remarquablement armées. En face de ça, la Russie a au maximum 240 000 hommes. 240 000 hommes mal entraînés parce qu'il y a un problème de commandement intermédiaire. Il n'y a pas, l'armée russe n'est pas très bien organisée, puis elle s'est battue sur trop de fronts, si vous voulez. Il y a eu l'Empire ottoman, la Suède, etc. Il y a une sorte de désorganisation. D'ailleurs, il faut ramener des troupes du Caucase et de l'Empire ottoman en toute hâte, car on boucle l'Empire ottoman où était Kutuzov au moment même où Napoléon franchit le Niémen. Donc tout ça, c'est relativement improvisé. Et ce qui est pire, on applique la stratégie qu'Alexandre Ier a validée, c'est-à-dire que les troupes, Napoléon avance, il franchit le Niémen, il va vers Vitebsk, il cherche les Russes, personne. Alors, il est un petit peu désemparé, il continue, il doit aller jusqu'à Smolensk pour rencontrer des Russes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente comme espace considérable, d'autant plus, alors la situation est déjà terrible pour lui, parce que malgré tout, s'ajoute à ce plan d'attraction vers l'intérieur de la Russie. D'abord, ça donne aux armées françaises le sentiment, un sentiment de confiance. Elles ont l'impression que les Russes les fuient. Donc elles se disent que ça ne sera pas très difficile. Mais les Russes pratiquent aussi la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que en s'en allant, ils détruisent les approvisionnements, les habitations. C'est-à-dire que l'armée française avance dans un terrain où elle trouve peu à se loger, peu à s'approvisionner. Le forage va lui manquer très tôt. Elle avance dans des conditions difficiles. Mais elle avance à la recherche des Russes. Elle ne les rencontre qu'à Smolensk, ce qui n'est pas rien. Enfin, c'est la traversée d'un espace immense. Ça a provoqué, évidemment, à la fois dans l'armée russe, un sentiment de malaise. Les Russes, les généraux russes supportent très mal d'avoir l'air d'être des fuyards. Les soldats ne comprennent pas parce qu'on ne peut pas leur expliquer ce qu'on fait. La cour est divisée, la cour est plutôt, je dirais, germanophone. Elle ne veut absolument pas, elle veut qu'on lutte. L'impératrice mère est absolument hostile à cette stratégie. Elle dit mais il faut se battre contre ce Napoléon. Et il est impossible de divulguer la stratégie que l'on pratique. Sinon, Napoléon, ça reviendrait aux oreilles de Napoléon. À Smolensk, il y a une bataille. Napoléon l'emporte, évidemment, comme il se doit. Mais les Russes s'en vont. Et que faire? Alors, il se dit qu'il va aller jusqu'à Moscou. Alors, déjà, si vous voulez, la Russie, aucune troupe étrangère n'était rentrée en territoire russe depuis 1612. C'est beaucoup. 2 siècles, on n'a pas connu d'envahisseurs. Donc le moral de la société est extrêmement frappé. Et pour Napoléon, c'est une victoire extraordinaire. C'est la France qui réalise ce que personne n'a réalisé. Et prendre Moscou, c'est symboliquement quelque chose d'inimaginable. Parce que Moscou, c'est le cœur de la 3e Rome. C'est la nouvelle Byzance. Bon, Napoléon ne réalise pas qu'il y a un piège derrière ça. Il se jette tête baissée. Il décide d'aller à Moscou tout tranquillement et convaincu que là, il a rencontré déjà des Russes à Smolensk. D'ailleurs, on vient il y a quelques jours d'ensevelir aux Invalides le général Gudin, un des généraux proches de Napoléon qu'on a retrouvé dans les décombres de Smolensk. Si vous voulez, ça indique bien ce que ça représentait pour la France. C'était la victoire ultime, là. Après, les choses vont mal tourner. Et Napoléon décide d'aller à Moscou, tout tranquillement. Alors, juste avant Moscou, il y a une confrontation spectaculaire. Tout le monde a lu Tolstoï, Guerre et paix, et tous les romans où c'est raconté. C'est ce que nous appelons la bataille de la Moskova, sur le champ de bataille de Borodino, où Kutuzov, alors là, tout de même devant le mécontentement de l'armée, devant l'agitation, parce que pour les Russes qui ne comprennent rien à cette fuite des troupes russes, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on livre la Russie à des généraux étrangers. Alors, Alexandre promeut à la tête des troupes
qui se battent contre Napoléon Koutouzov, un général russe qui remonte le moral de la société et de la cour aussi. Ils se disent enfin, un russe, celui-là, il va se défendre au lieu de courir avec ses troupes au fin fond de la Russie. Napoléon aussi tombe dans ce piège. Bon, à Borodino, malgré tout, la confrontation est terrible, hein. Il y a des pertes effrayantes des deux côtés, mais une fois encore, Napoléon domine, il n'y a pas de doute. Mais derrière, il y a Moscou. Il arrive à Moscou triomphalement, convaincu que c'est le point final de son équipée et que là, il va l'emporter. Surprise, hein, il trouve une ville vide, car les instructions ont été précises. Déjà, le général Rostopchine, le gouverneur, a renvoyé les étrangers de la ville, et notamment des Français, que Napoléon n'a pas retrouvés. Il y avait beaucoup de Français. Il a engagé tous les habitants qu'il voulait bien à partir, à quitter la ville au plus tôt, c'est-à-dire que les maisons, et à laisser leurs maisons ouvertes. Admirable. Les armées napoléoniennes, c'est les délices de Capoue. Ces armées qui sont épuisées, qui ont traversé toute la Russie en ne trouvant pas de quoi subsister, précisément parce qu'il y avait eu la politique de la terre brûlée, se retrouvent dans une ville où il y a des maisons somptueuses qui sont pleines de produits, parce que c'est un pays où il faut tout de même subsister pendant des longs hivers. Il y a des caves magnifiques avec de quoi ripailler, des boissons. Les armées napoléoniennes s'engouffrent là-dedans avec délices. Napoléon s'installe au Kremlin. Là-dessus, il voit flamber, du Kremlin, il voit flamber toute la ville. Qui a allumé l'incendie? Alors on dit, c'est le général Rostopchine, c'est un incendie accidentel. Ce qui est clair, c'est que le général Rostopchine avait donné l'ordre à la plupart des casernes de pompiers de se mettre en vacances. Donc il y en avait peu qui étaient en état de fonctionner. À part ça, l'incendie, bon, c'est une ville ravagée. Napoléon se sent tout de même maître de la situation. Il est arrivé à Moscou en juin, il va y rester 6 semaines, sans réaliser que la situation, qu'il est prisonnier en septembre. Il est arrivé le 1er septembre. Il va rester 6 semaines et il attend tranquillement qu'Alexandre Ier, dont il pense qu'il est désespéré par la perte de sa capitale, symboliquement, par la perte de ses territoires, qu'il ne sait plus quoi faire, il attend qu'Alexandre Ier vienne lui dire « Allez, on traite ». Ben, rien du tout. Pendant 6 semaines, non seulement... Alors, il y a des émissaires de part et d'autre, et les émissaires russes qui ont compris, ils font patienter, ils font traîner les discussions avec les émissaires de Napoléon, en leur laissant penser qu'à un moment donné, Alexandre va venir demander la paix, etc. Ben, rien ne se passe. Au bout de 6 semaines, Napoléon prendra conscience du désastre dans lequel il est enfoui, car au bout de 6 semaines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'hiver arrive. L'automne est très, très court en Russie. Tout d'un coup, l'hiver arrive. Napoléon se trouve là, tout seul. Et puis les Russes ont donné le signal des hostilités. C'est-à-dire que Koutouzov avait un camp à proximité de Moscou. Et ce camp à proximité de Moscou, les troupes de Murat étaient installées pas loin de là, au fond, pour surveiller les Russes, puisque les Français se sentaient vainqueurs. Ben oui, mais Koutouzov se lance sur le camp de Murat, il le défait, ça c'est la première victoire russe remportée depuis le début de la guerre. C'est déjà un signal, c'est-à-dire c'est le signal des activités, des hostilités qui commencent, c'est la panique dans le camp de Napoléon. Napoléon comprend à ce moment-là qu'il est tombé dans un piège, qu'on l'a gardé à Moscou délibérément pour qu'il ne parte pas avant le début de l'hiver. C'est le froid, il faut partir, il part en catastrophe avec Caulaincourt dans des conditions tout à fait, alors qui inversent tout à fait la situation privilégiée des troupes françaises au début de la guerre. Napoléon a perdu dans toute l'expédition à l'aller une partie de sa cavalerie. Son armée qui a campé à Moscou, elle s'est amollie, elle a vécu tout à fait de ripailles, de pillages. D'ailleurs, l'armée française ne s'est pas honorée, ça a été un pillage systématique. Les fourgons avec lesquels elle repart sont spectaculaires, ils emportent tout, des nourritures, des vêtements, enfin, ces maisons vides, on les vide complètement. Retenez ça parce que pour la suite, c'est important. Alors,
Et le départ se fait, Napoléon part avec Caulaincourt en avant. Il a étudié la question, il s'est interrogé, il voulait prendre la route qu'il avait prise. Il sait que la meilleure route, c'est celle qu'il avait prise à l'aller, repasser par là. Mais il comprend tout de suite que les troupes russes, alors, sont derrière lui. Et ce qu'il veut, c'est aller très vite et qu'on ne lui coupe pas la route. Donc, pour contourner les Russes, il fait un petit détour par Kalouga. Il n'a pas calculé que les Russes sont partout. C'est-à-dire qu'il lui coupe la route là. Kutuzov arrive avant lui. Et véritablement, l'armée française est pourchassée. Alors, le départ, face à une armée qui n'a plus la cavalerie qu'elle avait, la cavalerie est épuisée, l'armée est épuisée, et puis elle n'est pas adaptée aux conditions climatiques. Face à cela, l'armée russe a au contraire récupéré une cavalerie, parce que toute la noblesse a offert, la noblesse et les villes ont offert des chevaux à l'armée de Kutuzov, précisément pour pourchasser Napoléon, c'est-à-dire qu'il y a une armée fraîche qu'il n'y avait pas au moment de l'avancée de Napoléon en Russie. Les soldats, entre-temps, ont été bien équipés et bien préparés, et de surcroît, il n'y a plus rien, alors véritablement, pour que les armées napoléoniennes puissent avancer dans un terrain où elles trouveront tout simplement à nourrir leurs chevaux. Les chevaux meurent les uns après les autres parce qu'ils meurent de faim, les soldats s'embourbent dans la glace et ne sont pas équipés pour ça. La traversée de la Bérésina, je ne vous raconte pas parce que vous avez tous lu ça, vous savez ce que c'est. Les Français l'ont réussi, c'est une grande victoire française de franchir la Bérésina. Ça montre qu'encore l'armée napoléonienne, malgré tout ce désastre, garde encore des vertus naturelles que Napoléon a su lui insuffler, mais néanmoins, c'est le triomphe de la Russie. Et cette équipée se poursuit jusqu'à la frontière, jusqu'à la sortie de la frontière russe. Alors là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Napoléon, lui, il file vers Paris avec Caulaincourt, mais Alexandre, il a des alliés. Les alliés, tout le monde s'est rallié à lui d'ailleurs dans la victoire. Il n'est plus seul, hein. Il a les Suédois, il a les Autrichiens, il a les Prussiens. Il y a une belle coalition autour de ces armées qui sont en train de ruiner Napoléon. Alexandre a une obsession. Il veut détruire Napoléon. Son but, ce n'est pas de vaincre la France, c'est de vaincre Napoléon et de débarrasser l'Europe de Napoléon. Donc pour lui, il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à Paris. Les Alliés qui sont là commencent à regarder avec inquiétude cette puissance russe que personne n'attendait, qui était la surprise internationale, et évidemment se disent que peut-être ne faut-il pas complètement écraser Napoléon, qu'en tout cas, c'est peut-être pas tout à fait utile d'aller tout de suite jusqu'à la France pour laisser les Russes faire n'importe quoi. Donc il y a un véritable débat et la question elle sera tranchée par Alexandre qui, de toute façon, ne transigera pas, il veut aller jusqu'à Paris. Alors, l'année 1813 est une année où la campagne reprend véritablement, on avance, et je saute les étapes parce que la guerre, ça vous la connaissez, vous avez appris ça tous à l'école, mais on arrive au moment où elle va s'achever, c'est-à-dire où la route de Paris s'ouvre à Alexandre. Alors, Alexandre a décidé d'y rentrer, et il rentre. À ce moment-là, ses alliés sont tout de même... Napoléon n'a jamais été vaincu complètement. Il a été vaincu par la Russie, mais après, dès qu'il est sorti de la Russie, dans les combats qui continuent, les troupes françaises se tiennent assez bien, il y a des succès français, donc c'est plus difficile, tellement difficile que du coup, les Autrichiens décident de sortir de la guerre, les Prussiens aussi, ils trouvent plus confortable de se séparer de la Russie, et au fond, c'est la Russie qui continue, soutenue par l'Angleterre, qui maintient qu'il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi que Alexandre va arriver en mars 1814 à Paris. Alors là, on a à nouveau un tableau tout à fait différent de ce qu'on a connu dans le passé, parce que de même que la guerre a été une surprise dans ce qu'étaient les guerres napoléoniennes, de la même façon, la présence russe en France est un tableau tout à fait inconnu. Alexandre va défiler avec les troupes russes, tout ça sera triomphal. Ça sera tout de suite, le sort de Napoléon sera très vite réglé
puisque Talleyrand préside le gouvernement provisoire qui va conduire Napoléon, devant lequel Napoléon va abdiquer, et ça va conduire au traité de Fontainebleau. Bon, là, théoriquement, on en a fini avec la dynastie, ce n'est pas tout à fait vrai, mais presque, ce qui était l'objectif d'Alexandre. Mais Alexandre montre qu'il n'avait qu'un adversaire, et c'est ça qui est très important. Son adversaire, c'était Napoléon, ce n'est pas la France. Et il fait preuve à l'égard de la population française, qui a vu arriver ces Cosaques, car tous les récits sur les Cosaques, qui dans les bistrots, remuent leurs sabres, etc., sont très loin de la réalité. Les Cosaques ont reçu des consignes de bonne conduite, des consignes de discipline. On leur dit, les Français sont nos amis, Napoléon a débarrassé le terrain, et par conséquent, il faut montrer le visage d'une puissance amie. Et l'occupation par les troupes russes est spectaculairement magnanime, tout à fait extraordinaire. C'est la grande surprise des Français. Tout se passe dans un ordre extraordinaire, ce qui fait que, il faut dire, quand on lit les récits, il est très clair que la population parisienne oublie très vite Napoléon et commence à s'enchanter de ces gens charmants qui sont un peu folkloriques, qui disent en effet bistrot, bistrot, enfin, ou des choses, ce qui signifie vite, et on prétend que le bistrot est venu de là. Mais ce que je veux souligner, c'est véritablement cette extraordinaire mansuétude d'Alexandre et cette volonté de réconciliation avec la France, qui est spectaculaire et qui va jouer jusqu'au bout. Alors, Alexandre, dans cette période où il est là, aurait pu se loger dans un palais national, c'est le grand occupant. Eh bien, où est-ce qu'il va loger? Chez Talleyrand. Et chez Talleyrand sera celui un petit peu qui va, qui depuis cette amitié qui depuis Erfurt a grandi, va essayer de piloter et de tirer les bénéfices de cette affaire. Alors, et il a Napoléon un petit peu, quand on cherche une solution, Alexandre montre qu'il a, une fois encore, que ce qu'il cherche, ce qu'il veut encourager, c'est une solution pour la France qui n'enlève pas à la France de sa puissance, qui n'en fasse pas un pays vaincu. Bon, il est hostile à une régence parce qu'il considère qu'une régence, ça perpétuerait la dynastie napoléonienne, donc il n'en est pas question. Il n'aime pas beaucoup les Bourbons. La Russie a hébergé les Bourbons. Il trouve que Louis XVIII est un homme extrêmement mal élevé, très arrogant, qui d'ailleurs se comporte avec les Alliés avec une désinvolture. Il y a tout un récit de Louis XVIII recevant les souverains alliés, lui dans un grand fauteuil, se faisant servir le premier à table, et les Alliés assis sur des chaises comme des petits garçons mal élevés. Bon, ça n'arrange pas beaucoup les relations pour l'avenir. Mais il n'en est pas moins vrai que Alexandre cherche la bonne solution pour la France. Malheureusement, cette période idyllique ne va pas durer, puisque Napoléon qu'on a expédié à l'île d'Elbe. Napoléon voulait aller en Angleterre, et Alexandre a beaucoup insisté pour la solution de l'île d'Elbe, c'est-à-dire pour une solution qui n'avait pas l'air trop punitive. Et il a eu tort parce que l'île d'Elbe n'était pas si loin. La preuve, Napoléon en sort, débarque à Golfe-Juan, et ce sont les 100 jours qui vont peser très lourdement sur le destin de la France, puisque Napoléon avance triomphalement sa remontée depuis Golfe-Juan est archi connue, mais dans cette remontée, la Russie se trouve un petit peu presque mise à l'écart par la Prusse et notamment par les troupes de Blücher. Et ça, c'est fondamental parce que cette fois-ci, quand Alexandre reviendra à Paris, quand l'affaire se termine, eh bien, quand elle se termine, les choses sont regrettables parce que ça n'est plus la Russie qui sera là, mais c'est Blücher. Entre-temps, entre l'arrivée d'Alexandre à Paris et le débarquement à Golfe-Juan, il y a eu un grand événement, c'est l'ouverture du Congrès de Vienne, car Alexandre est toujours obsédé par sa volonté de rétablir une Europe qui soit viable, d'établir véritablement quelque chose qui se substitue au traité de Westphalie. Alors le Congrès de Vienne, c'est un congrès extraordinaire parce qu'il y a 2 empereurs, 5 rois,
100 princes, des milliers de participants. Vous savez qu'on a toujours dit que ce congrès danse, les festivités sont considérables, mais le travail sérieux consiste à essayer de trouver une substitution au traité de Westphalie, c'est-à-dire un ordre européen, encore une fois l'idée d'Alexandre, non pas une manière de mettre fin aux guerres, mais véritablement substituer à ces guerres un ordre nouveau qui dure, comme le traité de Westphalie, très longtemps et qui organise les relations entre nations sur des bases acceptées par tous. Et Alexandre a des idées extrêmement, je dirais, modernes sur ce sujet. Le congrès de Vienne va être interrompu après les 3 mois par le débarquement au Golfe Juan, par les 100 jours et l'aventure napoléonienne. Il ne reprendra qu'après. Mais quand l'aventure napoléonienne est terminée après Waterloo, une fois encore, alors je reviens à mon sujet, quand Alexandre arrive à Paris, il trouve un tableau qu'il n'attendait pas, c'est-à-dire c'est Blücher qui est arrivé le premier et qui alors là a installé une occupation à la manière prussienne et pas à la manière russe. Une occupation qui stupéfie les Français, qui est d'une extrême violence. D'abord, elle est très dure, elle est très arrogante. Les Prussiens s'arrogent tous les droits et surtout, ils exigent des indemnités d'occupation, des indemnités considérables. C'est-à-dire que la France est, devant les exigences prussiennes, extrêmement faible. Et Alexandre va se poser une fois encore en champion de la France. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable. Bon, il est clair que Napoléon, après l'aventure des 100 jours, est perdu définitivement, et par conséquent, il n'est même plus question de les défendre, mais il est le champion de la France. Il va plaider à la reprise du Congrès, et c'est ce qui sera inscrit dans le traité de paix, d'abord qu'il faut réduire, que les indemnités exigées par les Prussiens ne sont intolérables et qu'il faut les alléger, que la France ne peut pas les supporter après tant d'années de guerre. Il est pour la réduction de la durée d'occupation qui était prévue pour 7 ans et dont il obtient qu'elle tombe à 5 ans, et elle tombera en définitive à 3 ans pour protéger la population française. Et il fait reconnaître des territoires. La grande théorie d'Alexandre a toujours été, parce que c'était le débat, la France devait retrouver ses frontières naturelles. Il n'était pas question de la réduire à 1792, c'est-à-dire les frontières naturelles, c'est tout de même celles que Napoléon avait réussi à acquérir dans un premier temps, ou celles qu'il acceptait. Et c'est ce qu'Alexandre va plaider, c'est-à-dire qu'il y ait une indulgence pour une partie des territoires conquis, que la France ne soit pas dépossédée de tout. Bon, ça n'est pas facile à traiter. Ça sera le traité de paix qui sera signé en novembre 1815, va réduire l'indemnité, va réduire l'occupation et va sauver des territoires français. Mais ce traité va aussi avoir une particularité, il va rétablir la Pologne. Je y reviens dans un instant. Mais entre-temps, Alexandre a aussi fait avancer ses propres idées, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur ce qu'est la Sainte Alliance, c'est-à-dire quelle organisation pour l'Europe à venir, sur quelle base idéologique, sur quelle base de relations elle doit s'organiser. Le 1er septembre 1815, c'est-à-dire avant le traité de paix, la Sainte Alliance est proclamée. Elle réunit la Russie, l'Autriche et la Prusse, mais elle est ouverte à qui le veut, et elle constitue une communauté des États réunis sur la base de leur christianisme. L'Empire ottoman regarde ça en considérant que c'est une alliance anti-ottomane, mais on lui explique que ce n'est pas une alliance. Ça a un ton très contemporain, toute cette affaire. Hein. Mais Alexandre a réussi déjà à donner des contours à l'Europe, c'est-à-dire une Europe pacifiée par le traité de paix où la France n'est pas humiliée, ou en tout cas l'humiliation de la France est réduite, la Sainte Alliance qui dessine les contours d'une Europe nouvelle, et 1818, le traité d'Aix-la-Chapelle est un traité où la France est incorporée, et à partir de ce moment-là, elle n'est plus un État vaincu, elle est un État européen comme les autres, et elle a retrouvé, grâce à Alexandre Ier, sa place d'État normal, débarrassé de celui qui menaçait l'Europe, et on peut dire que c'est à Alexandre Ier que Napoléon doit d'abord de n'avoir pas laissé un souvenir épouvantable en France, puisque la France sera pratiquement intacte à Aix-la-Chapelle,
de l'aventure napoléonienne. Vous voyez que cette relation franco-russe entre Alexandre et Napoléon n'est pas exactement je dirais la vision traditionnelle du simple général hiver, c'est la vision de cette relation franco-russe qu'un souverain russe qui était à la fois germanophile, qui était anglophile par d'autres côtés, mais qui avait été élevé dans la culture française, a voulu porter. Et elle a servi la relation franco-russe, elle a servi la France qui après le désastre napoléonien, a pu rebondir après 1818. Elle repart complètement dans la vie internationale pour un État complètement vaincu comme elle l'a été. C'est une grande réussite. Je vous remercie de votre attention. Vous savez qu'en Russie, on applaudit le public.